qu'a constitué l'élection d'Hugo Chavez et le processus en cours depuis 14 ans, puisque c'est sur ce continent, Maurice disait, je ne sais plus quelle est ton expression, on aurait pu dire laboratoire, force de frappe avant-garde du néolibéralisme, que justement on va reparler de socialisme après la chute du mur de Berlin et de la décomposition des pays de l'Est, où l'économiste Francis Fukuyama avait théorisé la fin de l'histoire, la fin des idéologies, le capitalisme tout triomphant. Il n'en est rien, et on le voit bien avec la crise, et on voit bien avec la crise d'aujourd'hui. Hugo Chavez confiait en 2002 au journaliste Luis Brito, au contraire, nous déjà à l'époque, on travaillait à l'idéologie tournée résolument vers l'humain, l'humain d'abord, qui était le slogan de la campagne. Il le dit, il l'explique comme ça, qu'il puise bien sûr aussi ses origines dans l'histoire du pays, le patriotisme, l'indigénisme, l'histoire africaine. C'est un mélange, c'est un syncrétisme, le socialisme bolivarien. C'est extrêmement difficile à définir, même si moi personnellement je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse parler d'un système socialiste, et encore faudrait-il qu'on s'entende ensemble sur ce que ça peut vouloir dire. Ceci dit, oui, il va y avoir des ruptures révolutionnaires, et elles sont d'autant plus remarquables que, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Ernesto et Maurice, c'est que c'est un continent qui n'a pas simplement été pillé par le colonialisme espagnol, qui a été profondément pillé et façonné économiquement et politiquement par les États-Unis et par les institutions monétaires internationales. C'est les fameux plans d'ajustement structurel, baisse des dépenses publiques, privatisation, création de zones libres d'échange, enfin des choses qui vous disent et qui vous parlent, puisque ça ressemble aux plans d'austérité qui sont actuellement appliqués en Europe. Récemment, j'ai interviewé c'était pas une vénézuélienne, mais une précaire espagnole, bardée de diplômes, qui parle plein de langues et qui est serveuse, bien sûr. Et donc je me disais, mais comment vois-tu l'Espagne? Elle dit, mais je le vois comme l'Amérique latine, des années 70 et 80, où il a fallu des dictatures et puis des régimes autoritaires pour imposer le néolibéralisme. Nous, ici, il y a juste besoin de quelques technocrates. Mais l'image, le parallèle est somme toute très parlant. Donc j'ai envie de dire que Chavez, il est le fruit de ça, de cette montée en puissance des luttes qui vont voir le jour en Amérique latine dans les années 80, irriguées par l'histoire de ces différents pays, par des courants de pensée marxistes, les théologies de la libération, les associations de voisins, les Indiens, le mouvement des femmes aussi, parce que on parle très peu, mais elles jouent, notamment au Venezuela, un rôle extrêmement important. Il est le fruit de ça, le fruit de ces luttes-là, et il récupère un État qui n'en est pas un. Parce que le néolibéralisme a cette particularité qu'il dérégule tout, et l'État, non pas devient démissionnaire, c'est qu'il n'a plus de mission, puisque de toute façon il n'occupe plus la fonction. Donc Chavez va entreprendre, pas tout seul bien sûr, mais tout un travail de reconstruction de l'État, d'un modèle politique participatif et protagonico, c'est tout, protagoniste, ça va être terrible dans les traductions, qui est essentiel et en fait qui replace le peuple là où il a toujours été, c'est-à-dire dans l'espace public, et qui le met en valeur en termes d'acteur à part entière politique. C'est aussi la construction, bien sûr, d'un modèle social, avec les politiques d'inclusion. Tu évoquais sur la baisse de la pauvreté, c'est les missions de l'école d'éducation qui vont permettre de déclarer le Venezuela libre d'analphabétisme. C'est la création, je crois, de 22 universités. On parle de démocratisation de l'école, et quand ici on est en train d'enfermer, bon, bah, c'est vraiment le phénomène qui va à repousse-poil. C'est aussi, quand je disais replacer l'humain d'abord, c'est pas simplement l'humain vénézuélien, c'est l'humain dans toute la région. Parce que finalement, nous sommes certes une patrie, nous sommes certes une nation, mais dans un concert de nations où nous sommes tous frères et sœurs. Alors ça peut paraître très chrétien, mais finalement le socialisme du XXIe siècle l'est aussi, je crois, un peu, parce qu'il se traite de pays très proches, et Chavez l'était aussi, et de manière générale les vénézuéliens aussi. C'est la solidarité, c'est la complémentarité, c'est l'entraide et c'est l'échange, alors par le biais de Petrocaribe, par le biais de la
c'est aussi l'un des artisans d'une nouvelle architecture régionale, quand on sait combien l'Organisation des États américains a toujours été le doigt, toujours obéi plutôt exactement le doigt sur la couture du pantalon aux injonctions des États-Unis. Pour la première fois se crée la CELAC, qui est la communauté des États latino-américains et de la Caraïbe, où participent tous les pays latino-américains, à l'exception des États-Unis et du Canada. C'est aussi des tentatives audacieuses en termes économiques, notamment avec la création d'une monnaie commune d'échange pour sortir pour sortir de la domination du dollar et notamment concernant l'Équateur, de ce goulot d'étranglement qu'a été la dollarisation de son État. Donc c'est tout ça et c'est bien d'autres choses encore, et forcément ça dérange. Ça dérange l'ordre établi dans ce pays là-bas, mais ça dérange ici aussi en Europe. Et c'est pas étonnant si les médias vénézuéliens, qui vont être relayés par nos médias ici en France, cherchent à casser l'homme, cherchent à casser la dynamique, parce que c'est dangereux, non pas en termes de modèle, mais parce que ça inspire. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible de dire non. Oui, c'est possible de faire autrement. Donc, je ne vais pas revenir sur toutes les tentatives de coup d'État 2002, 2003. On aurait pu parler aussi du boycott de l'opposition lors des législatives dans une vaine tentative de discréditer le pouvoir. Bref, Chávez, le chavisme, le socialisme du XXIe siècle ou la révolution bolivarienne n'a jamais eu les coups des franches. Il a toujours eu l'appui populaire, mais il n'a jamais véritablement... Il a commencé à les avoir d'ailleurs après avoir nationalisé l'entreprise pétrolière, mais jusqu'à présent, il n'avait même pas les moyens des ambitions de sa politique. Et avec en face une opposition qui n'est pas, ce que je disais ce matin, un bloc monolithique, ça va de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, avec les maoïstes, donc, que je relève de Bandera Roja. Non, c'était pas les trotskistes, c'était les maoïstes, j'ai confondu, erreur. Et donc, dont le représentant est Enrique Capriles, c'était donc le candidat, et en octobre, et cette fois-ci, issu de la grande bourgeoisie, papa multimilliardaire, qui composait tout le réseau, d'ailleurs, qui possède le réseau de cinéma à l'échelle nationale. Bon bourgeois, qui a fait ses études de droit, c'est un avocat, on le présente comme très très beau. D'ailleurs ici en France on nous expliquait que c'était un homme de centre-gauche, alors que c'est un des fondateurs de Primero Justicia, qui est sans doute, je dirais, l'aile la plus droitière de l'opposition, plus ou moins impliqué quand même aussi dans le coup d'État de 2002, parce que finalement on les retrouve tous, un jour ou l'autre. Donc, qui donc s'est présenté en octobre et qui a échoué, et qui se représentait donc là face à Nicolás Maduro dans un contexte bien évidemment très particulier après la mort de Chavez, un contexte d'émotion, je dirais pas de doute, parce que finalement je parle pas quand on va dans les ghettos de riches, mais quand on s'en tient aux barrios populares, aux ranchos, ça ne faisait aucun doute que ce processus continue. Pas simplement parce que Chavez avait désigné non pas un dauphin qui serait président sans passer par les urnes, comme vous pouvez le croire ou laisser entendre certains articles, mais parce que politiquement il y a des choses qui se sont construites. Le plan de la patrie par exemple, qui est un plan qui donc, court de 2013 jusqu'à 2019, qui devait être donc le mandat d'Hugo Chavez, se propose à la fois d'approfondir tout ce qui a été avancé et puis de continuer à creuser à la fois en matière de solidarité, de politique énergétique qui sauverait la planète, d'échanges avec les voisins, bien sûr les politiques d'inclusion sociale, bien sûr une diversification de l'économie. Donc le vote Maduro ne faisait aucun doute. En revanche, quelle allait être l'attitude de la droite? Ben, finalement la même que d'habitude. Comme ça ils ne nous surprennent pas, parce que tout était couru d'avance. Lors de son meeting de fin de campagne, il dit « je défendrai chacun de mes votes ». C'est tout à son honneur, je dirais, comme n'importe quel candidat. Simplement, il y a la manière de défendre les votes. Et alors là, on a vu réapparaître au Venezuela un même phénomène lancinant, ce sont les étudiants. Ces fameux étudiants qui sont les gardiens du temple de la démocratie, qui sont les chantres de la liberté face à cette terrible dictature chaviste. Alors bon,
Oui, non, mais c'est ce qui est pris dans la presse, vous savez. Donc, alors bon, on va aux manifestations parce que des fois on est des journalistes, donc on va vérifier l'information. Donc, je vais à la manifestation des étudiants, et alors là, je suis d'abord étonnée de voir Primero Justicia, les jeunes de Primero Justicia qui remettent un prix de, je crois, de la face de rat à Nicolas Maduro, parce qu'on fait toujours dans l'intelligence et dans le dénigrement. Et puis, il y avait toutes les étiquettes politiques de la droite. Mais vous êtes de la politique? Ah oui, oui, mais chacun a le droit de venir manifester comme il l'entend. Oui, bien sûr. Donc il n'y a pas d'apolitisme. Ce sont des gens extrêmement politisés, qui savent où ils vont, et qui, d'ores et déjà, c'est eux qui ont donné le là. On dit, nous voulons des élections libres et transparentes et démocratiques. Alors on sait que le Conseil national, enfin le système électoral vénézuélien est un des plus sûrs et un des plus transparents au monde. On peut entrer dans les détails sur 2 fois vérification d'identité, vote électronique. Vous êtes sûr que vous voulez voter pour Nicolas Maduro? Oui, vous avez un petit ticket qui sort, on recompte tous les bulletins électroniques et 48% des bulletins papier. Aucun pays ne fait ça au monde. Bref, c'est vraiment blindé de ce point de vue-là. Ils avaient décidé qu'ils ne reconnaîtraient pas les élections. 3 jours avant, ils campent, ils sont pour une petite dizaine, hein, comme d'habitude. Avant, ils campaient devant l'ambassade de Cuba, mais ça commençait à se voir, donc ils sont allés à Chacao, dans un beau ghetto de riches, 70 000 habitants. C'est sans doute une des municipalités les plus riches, parce qu'elle a les multinationales et les grandes entreprises. Et donc, j'interviewe une jeune étudiante apolitique. Et donc, je lui dis, mais bon, quelle va être votre attitude dimanche soir? Elle dit, mais... Eh bien, si on gagne, on célébrera la victoire, et si on perd, on descendra dans la rue pour contester. C'est-à-dire que, si vous gagnez, les élections sont libres, démocratiques et transparentes. Mais si vous perdez, il y a un problème avec le Conseil national électoral. C'est UFD. Et aujourd'hui, ce qu'il fallait démontrer. Et aujourd'hui, on est face à une situation où il continue à mettre la pression. Vous savez qu'il y a tout un audit qui a été déposé par l'opposition qui, indépendamment de ce que dira l'audit, ne reconnaîtra pas les résultats. Hein. Ça y est, on est parti pour une grande période de tension et d'affrontement. Elle a déposé un audit parce qu'elle contexte effectivement le score plus serré que d'habitude, puisque ce sont 277 000 voix d'écart. Je citais l'exemple ce matin, j'aime bien le citer parce que vraiment, moi, il me plaît. Dans les plaintes déposées par la MOUD, la table d'unité démocratique, il y a par exemple 3 individus se trouvaient devant tel bureau de vote, ils ressemblaient à des Cubains. Vous savez que c'est le spectre qui hante la droite vénézuélienne, c'est vraiment cubain. Son objectif, c'est discréditer pas simplement le Conseil national électoral, c'est discréditer les institutions, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, où on a vu l'histoire d'emploi qu'il y a pu avoir, c'est d'énormes tensions, mais on oublie que l'opposition était venue avec des vuvuzelas pour y mettre le bazar. C'est discréditer l'État, et c'est discréditer Nicolas Maduro, qui prend ses fonctions, mais ce n'est pas un illustre inconnu, parce que ça fait depuis l'âge de 14 ans au sein de la gauche, que ça a été un syndicaliste, qu'il a été ministre des Affaires étrangères durant 6 années, les 6 années où le Venezuela a signé nombre de protocoles, nombre d'organisations.